Thank you. J'ai beaucoup entendu parler de biodiversité, de la nature, aujourd'hui aussi des langues, et j'aimerais rappeler que malheureusement, nous avons des milliers de langues qui existent dans le monde, il y en a des milliers qui disparaissent tous les jours. Donc c'est un tribut trop grand qui est versé à cette mondialisation galopante. Alors, avant d'essayer de voir comment on peut remédier à ces difficultés, peut-être faut-il rappeler ce que c'est que cette diversité des langues que nous avons. Nous avons réussi, en tant que linguistes, à établir l'existence de certaines familles de langues. Ces familles ont été établies grâce à la méthode comparative qui a commencé à donner ses fruits à la fin du XVIIIe siècle. Et la première famille qui a été identifiée est la famille indo-européenne, qui est extrêmement importante dans le monde puisqu'elle concerne près de la moitié des locuteurs dans le monde. Je n'insisterai pas trop sur cette grande diversité, je n'insisterai pas trop sur le nombre de groupes qui existent dans la famille indo-européenne, mais je voudrais peut-être mettre en valeur l'importance historique de certaines d'entre elles. Et parmi ces langues indo-européennes, groupe germanique, groupe slave, groupe celtique, groupe latin, groupe grec, etc. Parmi elles, je voudrais donner une importance particulière au grec et au latin, qui ont été des langues fondamentales pendant des siècles et qui continuent à jouer un rôle dans les langues, que ce soit des langues d'origine latine, puisque c'est le groupe latin, n'est-ce pas, mais aussi pour les langues germaniques, comme l'anglais ou l'allemand. Le grec également, bien entendu, a été à la racine de la civilisation latine également. Mais parmi les autres familles de langues, je voudrais rappeler l'importance qu'ont eu les langues camito-sémitiques, en particulier l'hébreu, qui est une langue sémitique, et l'arabe. Pourquoi l'hébreu et l'arabe sont-ils mis en valeur? Peut-être parce qu'il y a deux livres qui sont extrêmement importants dans l'histoire de notre humanité, la Bible, l'hébreu, et le Coran pour l'arabe. Évidemment, il y a beaucoup de variétés d'arabe, mais peut-être ne faut-il pas aller beaucoup plus loin. En Asie, il y a bien entendu des langues indo-européennes et des langues non indo-européennes. Parmi les langues indo-européennes, il y a le sanskrit, qui est une langue liturgique. Il y a actuellement, bien sûr, des langues vivantes, comme le urdu ou le bengali, par exemple. Bien sûr, il y a le chinois qui a donné son écriture idéographique à une grande partie de l'Asie, et ce qui permet de lire cette écriture dans plusieurs langues. Et là, c'est un lien, bien entendu, pour des langues qui ne sont pas de la même origine et qui ne sont pas les mêmes, bien entendu. Langue non indo-européenne, en Asie, le tamoul, le malayalam, au sud de l'Inde. En Amérique, des langues malheureusement qui sont en train de disparaître, mais je voudrais rappeler l'importance par exemple du nahuatl, qui est une langue du Mexique et qui nous a donné le chocolat et la tomate. Donc c'est pas rien. Ça n'est pas rien. Et puis il y a bien sûr le tupi-guarani, qui est parlé en Amérique du Sud, en particulier au Brésil. Bon, je n'insisterai pas sur les autres langues, malheureusement, car on n'a pas le temps. Je voudrais maintenant peut-être rappeler que toutes les langues sont importantes, que toutes, jusqu'au patois
le plus reculé, chacune apporte sa vision du monde. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les laisser disparaître. Pourquoi est-ce que ces différentes visions du monde sont importantes? Parce que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension du monde qui nous entoure et d'agir sur lui. D'où l'importance pour le développement durable. Alors maintenant, comment faire? Comment faire? Ça c'est le pourquoi, mais comment? Eh bien, je pense que ce qu'il faudrait, c'est encourager le bilinguisme et peut-être le plurilinguisme. Car parler deux langues différentes toute sa vie, ou peut-être depuis son enfance, c'est prendre l'habitude d'une gymnastique intellectuelle qui est incomparable et qui permet également d'apporter une meilleure compréhension dans d'autres disciplines que les disciplines linguistiques. Une enquête a été faite auprès d'enfants bilingues basque-français dans le Pays basque de France. Eh bien, l'enquête a montré pour les possibilités, les meilleures performances scolaires de ces enfants, on a comparé les bilingues et les non-bilingues. Eh bien, les bilingues, non seulement étaient meilleurs pour apprendre d'autres langues, mais ça on le sait, dès qu'on sait deux langues, la troisième c'est un peu plus facile, et la quatrième, n'en parlons pas. Voilà. Mais ce qu'il y a eu d'important et d'intéressant, c'est que ces enfants bilingues étaient également meilleurs en mathématiques. Alors là, c'est la surprise, mais c'est peut-être dû justement à cette habitude de faire travailler ces méninges un petit peu partout de la même façon, puisqu'ils ont l'habitude, pour parler, d'employer des formules différentes selon la langue qu'ils sont en train de parler. Donc, avec ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'avec chaque langue qui meurt, c'est un pan du patrimoine culturel de l'humanité qui disparaît. Merci.